et bienvenue à ce webinaire des assises des délais de paiement. Nous sommes heureux de vous accueillir avec notre partenaire Elisphère pour échanger sur le thème « Comportement de paiement des entreprises. Peut-on s'attendre à une amélioration durable en 2026 ?» Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour en débattre Michael Laporte, responsable du pôle expérience de paiement d'Elisphère, et puis Alenka Prem, comptable du groupe Adéquat. Alors, en première partie, on va traiter des comportements de paiement des entreprises françaises, et notamment avec des analyses catégorielles. C'est ça qui est le plus intéressant pour faire un petit focus. Alors, Michael, Elisphère a publié les comportements de paiement des entreprises au premier trimestre 2026. Et quels sont les principaux enseignements de cette étude? Alors, oui, bonjour à tous. Alors, les premiers enseignements de l'étude, c'est que sur ce premier trimestre, il y a eu une nette amélioration des comportements de paiement après plusieurs années de détérioration. Notamment, donc cette amélioration a été portée essentiellement par deux secteurs qui sont la construction et l'agriculture, et deux, ça a été pas mal porté par les grandes entreprises et qui ont vu le comportement de paiement nettement s'améliorer, notamment avec une proportion de factures payées à échéance qui est passée de 24 à 30% sur ce premier trimestre. Donc, voilà, ça reste insuffisant, évidemment, concernant les grandes entreprises, parce que une facture sur 3 qui est payée à échéance, c'est quand même pas terrible. Mais en tout cas, sur le premier trimestre, on constate une belle embellie de manière générale. Voilà. Quelles sont les catégories d'entreprises et les activités les plus vertueuses et pour quelles raisons? Alors, sur les catégories d'entreprises les plus vertueuses, il y a donc, c'est les TPE, indéniablement et de loin. Dans les TPE, on constate qu'il y a quand même 70% de factures qui sont payées à échéance, contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, côté des ETI, des grandes entreprises, où on tourne plus à 30% de factures. Donc voilà, même si sur le premier trimestre, il y a eu une détérioration de ce comportement de paiement, où on est tombé à 64, mais de manière générale, ça évolue entre 65 et 70% de factures. Voilà, les raisons, il y en a deux principalement. Un, elle est purement administrative, c'est que quand même, il y a nettement moins de factures à gérer côté des TPE que ce qu'il peut y en avoir côté des grandes entreprises, des ETI, voire même des grosses PME. Et l'autre facteur, c'est que une petite entreprise, quand elle veut travailler, quand elle se fait livrer de la marchandise ou si elle veut sa prestation de service, elle est obligée de payer dans les temps. Donc, il y a un rapport de force qui est quand même différent, et que voilà, si une entreprise, la TPE veut travailler, elle est obligée de régler dans les temps. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Et puis oui, il y a une culture aussi qui est un peu différente, c'est-à-dire que ne pas payer ses factures, c'est quand même, pour une TPE, ça se fait pas. Voilà. Et y a-t-il un lien plus fort aujourd'hui entre incidents de paiement et défaillance d'entreprise? Alors, est-ce qu'il y a un lien plus fort? Enfin, il y a un lien, oui. Est-ce qu'il y a un plus fort? Bon, on va le voir. En fait, le lien, il existe, mais il y a différents signaux à prendre en compte en fonction de la catégorie d'entreprise. L'incident de paiement pour une grande entreprise ou une ETI, on va dire, ça ne suffit pas forcément. Et il faut quand même différents signaux qui sont notamment celui du comportement de paiement, c'est-à-dire un retard de paiement qui, au fur et à mesure des mois, s'allonge. Donc, l'entreprise décale de plus en plus ses paiements. Et puis, des proportions de factures payées en retard qui sont de plus en plus importantes. Plus des incidents qui se cumulent. Là, on peut se dire que pour une grande entreprise, une ETI, voire une grosse PME, voilà, il y a peut-être une défaillance qui couvre sous quelques mois. Pour les TPE, par contre, c'est un peu différent. C'est que, vu que statistiquement, elles payent mieux, en tout cas,
plus de factures sont payées à temps. Là, dès qu'il y a un retard, voire un incident, c'est que c'est peut-être déjà trop tard. Donc, il faut être assez réactif avec cette catégorie d'entreprise. Et est-ce que le lien est plus fort? J'ai tendance à dire oui, dans la mesure où il y a un contexte quand même qui est assez défavorable, où les défaillances sont attendues en forte hausse d'ici la fin de l'année. Donc, ces signaux sont à prendre avec la plus grande attention. Il faut être très attentif et être très réactif. Donc, effectivement, voilà, si on prend en compte ces signaux-là, il faut vraiment les prendre en compte pour éviter d'avoir des impayés dus à des défaillances à terme. Alors, Alenka, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Alors, nous sommes une entreprise de travail temporaire. On a environ 450 agences réparties sur toute la France. On travaille un peu dans tous les secteurs, que ce soit du tertiaire, de la logistique, du bâtiment, de l'industrie. Et on se développe sur l'international. On est déjà implanté au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique et en Italie. Voilà. Et sur quel secteur d'activité sont vos clients, principaux secteurs? Alors, les principaux, je dirais que ce serait l'industrie, la logistique et le bâtiment. Et quelle est votre analyse terrain au regard de l'étude d'Hélisphere? Alors, par rapport à Hélisphere, je suis d'accord avec Michael. Concernant les TPE, on est extrêmement peu exposé parce que lorsqu'ils prennent des intérimaires, c'est pour une courte durée et s'ils n'en ont pas, ils ne les prennent pas. Enfin, s'ils n'en ont pas besoin, ils n'en prennent pas. Là où on peut voir une forte exposition, nous, c'est les PME. Ça représente environ 90% de notre menace de sinistre, en fait, les clients qui ont des retards à plus de 60 jours. Là, on entend que pour se faire payer, c'est j'attends des règlements de mes clients, des décalages de paiement, des changements de mode de règlement, le client qui paye par virement, paye par chèque, puis par traite, puis recommence les virements. Donc là, on sent déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'en 2024, il y a eu une certaine baisse d'activité, des carnets de commandes peu remplis. Du coup, ça a engendré des charges qui n'étaient pas provisionnées. Et en fin de compte, on est encore en train de payer le résultat 2024. Voilà. Alors, en ce qui concerne les grandes entreprises, là, on n'a pas trop de retard. C'est plutôt prennent de l'intérim, mais c'est provisionné, c'est budgétisé, c'est bien cadré. Et pour les très grosses entreprises, donc les supérieurs à 5000 salariés, ici, si on a des retards, c'est qu'on n'a pas, c'est pas des tensions de trésorerie en tout cas, c'est plutôt lié à des process non respectés. Donc nous, sur les derniers mois, on s'est amélioré, mais il faut savoir que s'il y a un petit truc qui ne va pas, on n'est pas payé, ne serait-ce qu'un avoir de 10 € pour 100 000 € de facture. Ça peut arriver. Ouais. Voilà. Très bien. Un commentaire complémentaire, Michael, au regard de ce qu'a dit Alenka? Non. Bon, c'est juste qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même pas mal de formalités avec les grandes entreprises. Elles sont un peu plus structurées, mais du coup, ça nécessite d'être un peu plus strict en tout cas, un peu plus vigilant sur les factures qui vont être émises pour pas se voir refuser une facture. Donc, c'est un peu on va dire, d'administratif. Donc oui, non, pas grand-chose, un peu ce qui ressort aussi des contrôles qui ont été faits par la DGCCRF. Mais non, pas grand-chose à rajouter là-dessus. D'accord. Juste une question complémentaire par Michael. Est-ce que les sanctions DGCCRF sont bien enregistrées dans vos fichiers pour dire voilà, cette entreprise a été sanctionnée? Oui, tout à fait. Tout à fait, elles sont très visibles. Donc nous, on les intègre en base de données. Donc voilà. C'est intéressant.
Oui, tout à fait. Voilà. Après, nous, voilà, je ne sais pas si ça impacte les gens qui veulent travailler avec ces grandes entreprises qui payent mal, mais en tout cas, c'est connu chez nous. Voilà, ben, ils en sont Elles sont prises informés. en compte. Ouais, Voilà. ils en En tout sont cas, c'est informés. connu. Voilà. On en fait la Ouais, promotion entre guillemets, mais voilà. Donc non, très- c'est bien visible. ouais. C'est bien Euh, visible. Sur cette deuxième partie, je voudrais qu'on Ouais, aborde les retards de paiement moyens, les impayés bien sûr, ouais, et puis les défaillances d'entreprise avec un focus, une approche plutôt sectorielle. ouais. Alors par exemple, Michael, pour les retards de paiement, quelle est la situation au premier trimestre 2026 et notamment les bons élèves et les moins bons? Ouais, C'est là ouais, aussi, par secteur d'activité, c'est vraiment l'intérêt à avoir ouais. ce genre d'éclairage. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a une amélioration qui semble se confirmer sur le deuxième trimestre. Dans les chiffres que j'ai vus, c'est pas confirmé, enfin, c'est pas validé encore, mais en tout cas, la tendance, c'est que ça continue de s'améliorer. Les bons élèves, ça reste le commerce. Et puis, il y a aussi l'agriculture, le secteur de l'agriculture, avec respectivement des retards de paiement moyens de 11 et 12 jours. Mhm. Voilà. Les secteurs, les mauvais élèves, on va dire, ce sont la santé et l'action sociale, Mhm. ainsi que l'hébergement et la restauration, donc avec respectivement 21 jours, soit le double du commerce, Oui. 21 jours de retard et 20 jours pour l'hébergement et la restauration. À noter que pour la santé et l'action sociale, le secteur de la santé et l'action sociale, le poids des hôpitaux dans ce retard est quand même très important. Mhm. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les hôpitaux, la santé serait un secteur, on va dire, dans la moyenne. Mhm. Donc voilà, donc les hôpitaux publics sont très problématiques dans ce secteur-là. Euh, voilà, après, ce qu'il faut comprendre aussi dans cette analyse sectorielle, c'est qu'en fait, les comportements de paiement vont aussi dépendre de la composition d'un secteur. C'est-à-dire que pour des secteurs qui vont être très concentrés, Mhm. euh, eh ben, on va noter des retards de paiement qui sont assez faibles, mais avec des retards de paiement qui sont très fréquents. Mhm. Voilà. Et quand c'est des secteurs d'activité qui sont, on va dire, un peu plus bah, diffus, comme la construction ou ce genre ou la restauration, là, on peut noter justement des, des comportements totalement différents parce que c'est composé de TPE, de PME. Et donc, du coup, voilà. Cette analyse sectorielle, elle dépend vraiment de la composition du secteur d'activité. Des entreprises qui composent de même ce dit secteur. Donc voilà, c'est toujours intéressant de le voir, mais il faut quand même le mettre en perspective avec les catégories d'entreprises qui composent ce secteur-là. Et Voilà. si on peut revenir un peu sur les hôpitaux, Oui. quels sont les chiffres de retard que vous observez, de retard de Alors nous, paiement? on avait fait un focus alors il y a quelques mois, donc il n'est pas forcément, enfin il n'est pas forcément un jour, mais bon, il y a quand même quelques mois, mais quand même représentatif. Hum, On était à 30 jours de retard de paiement en moyenne. hum, Et les remontées qu'on a de certains clients sont très négatifs. hum, Donc, on a certains clients qui ont des encours avec des hôpitaux qui s'élèvent à 1 million. hum. Au bout de 9 mois sans être payé, ça commence à faire beaucoup. Ouais, Ça j'imagine. commence à faire beaucoup. Donc voilà, et la conséquence, c'est que les entreprises françaises ne veulent plus, et parce qu'elles ne peuvent plus travailler avec, financièrement, ne peuvent plus travailler avec ces hôpitaux-là. Et du coup, parce qu'il y a trop d'argent dehors, ça les met en difficulté. Hum. Voilà. Et quelles sont les plus fortes évolutions sectorielles des retards de paiement moyens? Alors, sur les 12 derniers mois, les secteurs qui ont le mieux évolué avec des retards de paiement moyens qui ont baissé, ce sont la construction, l'agriculture, Hum, avec une évolution respective de moins 13% et moins 7%. mhm,
Et pour le coup, les fortes détériorations, parce que oui, ça commence à être un peu fort quand même, sont à mettre au crédit du secteur des activités immobilières et de la production, de la distribution d'électricité, avec des détériorations de 17%, de l'ordre de 17%. Et donc, c'est des retards de paiement moyens qui s'établissent autour de 18 jours, donc qui se rapprochent dangereusement des mauvais élèves. Très bien. Alenka, quelle est votre analyse terrain sur les impayés que vous constatez et les éventuelles défaillances qui suivent? Alors, nous, nos retards sont en grosse partie dans le bâtiment. Ça concerne environ 73% des menaces de sinistre, donc des retards à plus de 60 jours. Or, un gros impayé en logistique. En général, ce sont des PME qui est le premier secteur, qui est toujours le premier secteur touché dans la catégorie de sociétés sectorielles. On a plusieurs facteurs qui peuvent dire que c'est à cause de ça. Donc, il y a déjà un pouvoir d'achat économique très marqué. Les petites entreprises par rapport aux grandes entreprises, donc une petite a des reins beaucoup moins solides que les grandes. On a le poids des marchés publics aussi, avec les délais de paiement qui sont extrêmement longs. Donc, les petites entreprises, les petites et moyennes, ont du mal à avoir une trésorerie qui suit. Et on peut parler aussi de la volatilité des prix des matières premières et de l'énergie. Et quand ils ont signé certains contrats, arrive au moment, ils font plus de marge, où c'est très, très tendu. Et là, on n'arrive plus non plus à faire face aux besoins et à payer ce qu'on doit. Bien sûr. Bah oui, surtout si le marché n'a pas été signé avec des prix irrévisables. Donc, exactement. C'est clair. Et quels sont pour vous les deux secteurs à surveiller particulièrement? Je dirais qu'il y en a pas. Oui. Parce qu'on a noté des gros impayés. Là, en ce moment, on voit qu'il y a l'agroalimentaire, il y a la chimie, il y a la logistique aussi. Et c'est un peu tout, et il y a des défaillances depuis le début d'année qui est plus. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Autant de défaillances en si peu de temps. Et voilà. Et surtout des défaillances significatives. Ah oui, des ETI qui défaillent. On n'est plus dans la PME. Encore la PME, on est moins investi. On est moins exposé, je dirais. Mais quand on a des gens qui payent à l'heure et qu'on ne voit pas venir, qui sont plutôt bien notés, puis que du jour au lendemain, c'est un redressement, c'est surprise. Très bien. Un mot complémentaire, Michael, sur ce point? Ouais, parce que quand on avait échangé avec Alenka, en fait, elle disait que pour le coup, pour les hôpitaux, elle n'avait pas trop de soucis à se faire payer. Et donc, du coup, quand on avait échangé, voilà, on s'était dit peut-être on supposait qu'il y avait quand même une priorisation des paiements qui était faite du côté des hôpitaux, avec un budget qui est bien trop contraint. Et effectivement, quand c'est de la ressource humaine, ils débloquent les sous, a priori. C'est un peu comme ça qu'on l'interprète. Mais quand il s'agit d'autre chose, peut-être que la priorité est moindre et que ils choisissent l'argent qu'ils vont débloquer. Et que du coup, ceux qui fournissent des équipements, etc., ils sont du gardiennage, ce genre de choses, ils sont payés pas forcément dans les temps ou avec beaucoup de retard. Donc c'est un peu ce qu'on a quand on a discuté avec Alenka, on était et toi Jérôme aussi, on s'était dit que ça pouvait être en tout cas une priorisation assez forte qui a été donnée dans des budgets qui étaient beaucoup trop contraints pour les hôpitaux. Et là, c'est la même observation que Alenka sur, bien sûr, les défaillances d'entreprise et la progression dans les segments ETI, PME. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, il y a des secteurs où effectivement que c'était assez surprenant. En tout cas,
sur les comptes et de notre analyse, nous, on le voyait arriver, hein, on nous avait fait remonter certains cas, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi précipité. Mais c'était des entreprises qui n'étaient pas forcément en forme, mais qui on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi tôt dans l'année. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, mais oui, je rejoins effectivement l'analyse d'Alenka où il y a beaucoup de défaillances et d'ailleurs, que ce soit nous ou d'autres acteurs, on est tous d'avis que il y aura une explosion des défaillances d'ici la fin de l'année par rapport aux autres années, quoi. Voilà. Alors, la troisième partie de nos échanges, ça va être la facturation électronique. Donc, c'est le sujet du moment, hein. Je rappelle que il reste plus entre guillemets 2 mois, hein, pour être prêt à recevoir les factures et pour les grandes entreprises et les ETI à les éditer. Alors, Michael, que pouvons-nous attendre pour la France du déploiement de la facturation électronique? Alors, donc on a eu les premiers retours d'expérience de certaines entreprises et donc c'est un peu déjà aux assises, on se le disait, sur les premiers mois, ça risque d'être compliqué pour certaines entreprises. Pour lesquelles, ces entreprises-là qui n'ont pas fait le nécessaire pourront se retrouver avec des tensions de trésorerie. Parce que les premiers retours d'expérience montrent qu'environ 30 à 50% des factures sont rejetées à l'émission à cause d'une base client qui est obsolète, qui n'est pas à jour. Donc c'est non négligeable. Donc en sachant que chaque facture qui est rejetée nécessite une vérification, une correction pour pouvoir être réémise. Et donc du coup, toutes ces tâches-là, ça reporte la date de réémission et deux, la date de récupération du cash. Donc voilà, quand on est une entreprise avec 1000 factures par mois, on peut se dire que ça peut passer. Quand il y en a 100 000 par mois, c'est déjà pas la même chose. Donc pour certaines entreprises qui sont déjà en tension de trésorerie, reculer une date d'émission de facture de 3 jours à une semaine, ça peut être compliqué. Ça peut s'avérer compliqué. Par contre, du coup, à terme, c'est-à-dire quand après ce lancement-là, au bout de quelques mois, l'idée c'est quand même que ça donnera plus de transparence à la facturation, ça va favoriser les relations interentreprises, ça va fluidifier les paiements et mécaniquement, ça réduira le retard de paiement moyen, en tout cas de ceux qui sont, on va dire, de bonne foi. Après, il y a les mauvais payeurs. Pour eux, ça n'empêchera pas qu'ils trouvent toujours des excuses, qui refusent la facture, etc. Ça, il y aura toujours ce type de profil-là. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'avec la facturation électronique, l'État se dote d'un levier qui permet en tout cas de cibler les contrôles qu'elle peut faire, que l'État peut faire. C'est-à-dire que quand vous avez la possibilité d'avoir toutes ces données de facture, vous pouvez vous dire, tiens, cette entreprise-là, c'est bizarre, il y a un retard de paiement moyen qui est quand même assez élevé, il y a une proportion de factures non payées qui est quand même non négligeable, qui est payée en retard non négligeable, et donc du coup, je peux cibler beaucoup plus précisément les contrôles que je veux faire et m'intéresser un peu plus à une entreprise dans le cadre du contrôle. Donc là, l'État se dote, en tout cas, pas tout de suite, mais va se doter d'un outil non négligeable de pilotage. De toute façon, en plus, il y aura une traçabilité, hein, donc, exactement, le contrôle. exactement. Donc, la DGCCRF aura beaucoup plus d'informations qu'avant. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, voilà. Donc, alors, à terme, les mauvais payeurs, les payeurs qui sont de mauvaise foi, n'auront beaucoup moins de marge de manœuvre. Par contre, je retiens, et c'est ce qui ressort un peu d'un certain nombre d'études en ce moment, c'est l'impact possible d'un mauvais démarrage de facturation électronique. Il peut y avoir un impact BFR qui peut être assez significatif, au moins pendant 1, 2, 3 mois, le temps exactement, Jérôme, c'est exactement ça. On est corrigé, les imperfections du système. Donc, il y a vraiment
un enjeu qui est fort et il y a un vrai message à faire passer aux entreprises qui ne sont pas encore prêtes. Il faut vraiment s'y mettre, parce que Ouais. ça va être sinon difficile pour elles. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels pays de l'UE aujourd'hui sont passés à la facturation électronique? Quels enseignements on en a tiré? Alors, il y a l'Italie qui a débuté en 2019 et la Belgique l'Allemagne qui est en cours et la Belgique qui en janvier 2026 qui est passée. Alors, il y a des choses quand même d'un point de vue enfin, on peut pas forcément comparer avec d'autres pays, même s'il y a des enseignements à en tirer, en sachant que les objectifs des pays, de certains pays, notamment l'Italie, mais pas que, ou le Brésil qui a démarré la facturation électronique il y a au moins 10 ans, les objectifs étaient différents, c'est-à-dire que c'était pour essentiellement lutter contre la fraude à la TVA, que c'est la facturation électronique qui était pensée, et donc elle a été pensée dans cet objectif-là, avec des normes techniques et des utilisations qui étaient pour cet objectif-là. Donc du coup, la finesse n'est pas la même, de la procédure n'est pas la même, en tout cas elle est orientée différemment. Pour la France, et notamment la France, mais aussi l'Espagne, l'objectif, c'est évidemment la lutte de lutter contre la fraude à la TVA, mais aussi le suivi des comportements de paiement. Et donc là, du coup, sur la partie, on va dire, process de facturation, il y a beaucoup plus de visibilité que dans d'autres pays. Donc parce que les objectifs n'étaient pas les mêmes. Voilà, alors, ceci étant dit, il y a quand même des choses à retenir, des enseignements à retenir. Sur la Belgique, pas spécialement encore, c'est un peu tôt parce que qu'ils viennent de démarrer. C'est 2026, donc il n'y a pas trop d'impact sur les comportements de paiement qui sont visibles pour l'instant. Pour l'Italie, pour le coup, il y a un peu plus de recul. Par contre, il y a deux choses à prendre en compte, c'est que en 2019, c'était un peu avant le Covid. Et deuxième facteur à prendre en compte, c'est que le poids de la commande publique est très forte. Est très fort. Donc du coup, si le secteur public ne respecte pas ses engagements en termes de comportement de paiement, il n'y a pas l'impact sur les comportements de paiement au niveau national ne se verra pas. Néanmoins, ce qu'on constate sur l'Italie, c'est que année après année, après le Covid, les comportements de paiement, le retard de paiement moyen s'est amélioré. Doucement, mais sûrement. Et malgré un secteur public fort et qui ne respecte pas forcément ses engagements. Alenka, pour vous, quel retour avez-vous eu de vos filiales italiennes et belges sur la facturation électronique? Les Italiens, ça a été rapide. Ça fait déjà longtemps qu'on est comme ça. Donc, ça s'est arrêté là depuis 2019. Pour la Belgique, j'ai questionné mon petit Belge qui m'a dit qu'au début, c'était quand même assez difficile parce que pas tout le monde était enregistré correctement. Donc, du coup, il y avait encore des factures qui étaient non réceptionnées. Il y a eu beaucoup de rejets de factures pour les adressages aussi. Là, actuellement, ça va mieux, mais ce n'est pas encore ça. On a encore des rejets et il y a encore des choses qui ne vont pas. Voilà ce que j'en ai pour Italie et Belgique. Mais donc, la Belgique est un exemple très proche de nous. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, ce qui prouve bien, il faut bien s'y préparer. Parce que là, d'après ce que vous dites, sinon, il y a beaucoup de rejets, non? Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Alors, autre point, quelle est votre analyse sur la préparation de vos clients français au regard de la mise en place de la facturation électronique? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, nous, ça va être un gros chantier. Pour ce qui est des fournisseurs, on a choisi Esquerre et pour ce qui est des clients, on a choisi la plateforme Tessie. Dans tous les cas, on va être sur le Sirène, le Siret et l'adressage, un identifiant adressage. Et pour la France, juste comme ça nous fait créer environ 9000 adressages pour toute la France. Voilà. Et quel est votre point de vue sur la préparation de vos clients? Est-ce que vous avez des retours ou pas? Non. Pas de retour. Je ne sais pas encore.
Hmm. ne peut pas creuser. Très bien. Parfait. Un petit complément d'information, Michael? Non, je regarde juste. Non, ouais, non, pas spécialement. Enfin, les choses ont été dites déjà. Effectivement, c'est le lancement de la facturation électronique, ça va être assez important. Les Bastia, faut qu'elles soient à jour. Les process, faut qu'ils soient bien testés en amont. Sinon, oui, ça va être compliqué. Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Très bien. Donc, sur la facturation électronique, c'est un sujet effectivement très important. Il faut que les entreprises restent mobilisées. L'exemple d'Alenka avec 2 choix de plateformes différentes, un client et puis fournisseur, est aussi un exemple. Et c'est très bien. Alors, une dernière question à tous les deux. La loi Redman va-t-elle contribuer, je rappelle qu'elle a été adoptée en février, efficacement pour vous à l'adoption de comportements plus vertueux? Michael en premier. Ouais. Alors, si on s'en tient aux 5 premiers mois de 2026, je dirais, on pourrait se penser que oui, notamment vu le comportement de paiement des grandes entreprises. On peut se dire qu'ils sont principalement visés par cette loi. Pour rappel, c'est les sanctions, enfin, en tout cas les amendes étaient plafonnées avant, et là, elles étaient plafonnées à un certain montant. Là, elles sont plafonnées au pourcentage de chiffre d'affaires, et notamment mondial. Donc, du coup, là, c'est un autre sujet pour des grandes entreprises qui, avant, pouvaient se dire bon, c'est pareil, l'impact n'est pas forcément fort. Là, il sera beaucoup plus fort. Donc, là, nous, ce qu'on constate, c'est que les comportements de paiement des grandes entreprises se sont nettement améliorés. Mais il faut attendre, il faut avoir un peu plus de recul pour voir si ça perdure dans le temps. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est à coupler aussi avec la facturation électronique, c'est-à-dire que la DGCCRF pourra cibler beaucoup plus efficacement les entreprises mauvaises payeuses et dire bon, bah, c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, elle pourra donc ces deux actions, ces 2 leviers devraient permettre d'améliorer à terme les comportements de paiement des grandes entreprises, mais aussi des ETI. Voilà. Par contre, il y a un levier, enfin en tout cas une problématique à résoudre, c'est le secteur public qui reste quand même très mauvais payeur de manière générale et principalement sur les hôpitaux. Donc là, la loi Ritman, ça s'applique pas. Mais s'il n'y a rien qui est fait, la Cour de justice européenne pourrait faire comme elle a fait avec l'Italie, la Grèce et la Belgique, et c'est-à-dire sanctionner ces pays-là pour qu'ils agissent. Et bizarrement, c'était dans ces 3 pays, c'était les entités qui étaient visées, c'était toujours et encore des hôpitaux. Ah oui. Très bien. Voilà. Et Alenka, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pas grand-chose pour le moment. On verra l'application à terme. C'est vrai que voilà, c'est ça. La mise en place de ce dispositif, qui est un bon dispositif, hein, encore une fois, même s'il y a des questions sur le pourcentage de chiffre d'affaires mondial ou par pays, on en verra les impacts. Je ne crois pas que des décrets d'application aient été publiés. Non, j'ai pas l'impression. Non, les sorties. Par contre, on en verra vraisemblablement l'impact, disons l'année prochaine, parce que là, quand même, il y aura une certaine résilience avec la mise en place de la facturation électronique, avec des retards plus ou moins voulus. Donc, je pense que c'est des dispositifs qui, à mon avis, iront vers plutôt en début d'année prochaine que la fin de cette année, hein, soyons clairs. Exactement. Je suis d'accord. On n'a pas assez de recul, là, c'est trop tôt. Non, là, c'est un peu tôt. Ouais. Mais oui.
Très bien. Bah, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire et je tiens à vous remercier, Lenka et Michael, pour votre intervention. Je dis à chacun d'entre vous, retenez dès à présent la date de nos assises des délais de paiement nationales qui auront lieu le 16 octobre à la Banque de France. Ça va être un moment important. Pourquoi? Parce qu'on aura le démarrage de la facturation électronique et déjà des retours, des premiers retours à compter de cette date, et puis d'autres témoignages que vous verrez tout à fait intéressants. Donc le 16 octobre, nos assises nationales à la Banque de France. Nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.